Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Aujourd'hui, je reçois Warren Barguil, cycliste pro, vainqueur d'étapes autour de France à la Vuelta, maillot à pois, champion de France. Voilà, dans l'équipe Picnic Post-NL actuellement. Et l'idée de ce podcast, ça va être de revenir un peu sur ta carrière, ton entraînement, et puis essayer d'avoir aussi tes conseils basés sur ton expérience. On va rentrer direct dans le vif du sujet, revenir un peu sur tes débuts dans le cyclisme. Comment t'es arrivé au vélo? J'ai commencé par faire du BMX pendant un moment, jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc j'ai commencé le vélo de route à 14 ans en KD1. Et avant ça, ouais, je faisais du BMX. J'ai fait ouais, 7 saisons, ouais, 7 8 ans de BMX. Et puis après, je suis passé sur le vélo de route parce que mon père, il roulait avec un groupe tous les dimanches matins. Et puis j'en avais un peu marre du BMX et je voulais faire de la route depuis quelques années. Et j'ai tanné mon père et à force, il a craqué. Il a dit oui pour que je fasse de la route avec lui le dimanche matin et que je m'inscrive dans un club. Ok, ouais. Ok, et depuis, donc après, t'as fait exclusivement de la route ou t'avais continué un petit peu d'autres disciplines en parallèle? Non, 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 bah après j'essaye de varier un peu, je fais du VTT, un peu de gravel, puis de la route, donc un peu toutes les disciplines du vélo. Ok, ok, ok. Après, bon, bah, j'ai vu qu'en alors en cadet, j'imagine, je sais pas si ça a bien marché dès le début. J'ai vu qu'en junior, en tout cas, t'avais eu déjà des gros résultats. Ouais, ouais, en cadet, non, ça marchait plutôt pas mal, pas la première année parce que j'aimais bien attaquer, moi j'adorais faire ça, donc je partais dès le départ et puis je me faisais souvent reprendre, puis j'avais plus rien dans les jambes, mais finalement ça a été un bon entraînement pour la suite. Ouais, En fait, ouais, c'est mon but, c'était de m'amuser, de faire des attaques, comme à l'entraînement, les pancartes avec les copains. Et puis voilà. Voilà, voilà. Et après, ouais, je suis passé en junior, on avait un super groupe et j'ai eu des sélections en équipe de France, équipe de Bretagne. Et puis bah, j'étais champion de France ma dernière année junior. Donc ouais, c'était un super souvenir. Et puis c'était le vélo sans capteur. Juste avec la fréquence cardiaque, on faisait tout à la fréquence cardiaque à l'époque, donc des fois, tu vois, les séries de I3 ou I4 à la fréquence cardiaque, quand t'es fatigué, bah, ça a du mal à monter. mm, C'était plus trop ça, mais ouais, ouais, c'était un vélo différent de maintenant, mais ouais, beaucoup, beaucoup de jeux et de plaisir dans mes années jeunes. J'ai rencontré des copains qui sont toujours des copains, et puis c'était un vélo vraiment jeu. Donc c'était sympa. C'était vraiment des années super bien. Par exemple, quand j'étais champion de France junior, la veille, je mangeais des pitchs. Ma mère m'avait fait un sac dans ma valise. Il y avait des pitchs, des Kinder Bueno et je mangeais ça la veille du championnat de France et même mes collègues en mangeaient avec moi. Donc ouais, c'était une approche complètement différente des juniors qu'on peut avoir maintenant. C'était ouais, moins professionnel que maintenant. ouais, ouais, C'était ça c'est sûr. Ouais. c'était différent. Mais au niveau entraînement, ouais, on était co-cardio à l'époque et on roulait que comme ça. Ouais, Donc entraînement le mercredi. Le vendredi, on faisait une séance un peu type lactique dans les bosses où c'était la piste. Et puis le dimanche, la course. ok, ouais, ouais, ouais. Et après les juniors, du coup, t'es allé dans une équipe Ouais, amateur? ouais, En- bah, je suis resté à l'Annester mes 2 premières années. Donc on avait de la chance, on était DN Espoir, donc on faisait un peu toutes les courses. Du coup, en Bretagne, on avait un super calendrier et pour faire les courses internationales, bah, j'étais en équipe de France, donc ça me changeait pas trop de rester dans mon petit club Ouais, et je suis resté jusque 2 ans et puis après j'ai fait un an à Etup pour ma dernière année amateur avant de passer pro. Mais je savais que j'allais passer pro, donc ma dernière année, j'ai choisi pour moi le meilleur club français que je pouvais trouver et puis je suis allé là-bas pour ma dernière année. ouais, c'est ça, ouais, j'avais vu que t'avais signé avant même que la saison commence, il me semble, en Oui, oui, 2012. ouais, c'est ça, j'ai signé durant l'hiver 2012, ouais. Ok, Enfin, 2012 qui va jusqu'à 2013, ouais. ouais. OK, et puis ouais, l'équipe de France espoir aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins maintenant, bah, voilà, hormis les coupes des nations, donc il y a quoi? 2 coupes des nations, le Tour de l'avenir et les championnats. Il y a plus d'autres sélections équipe de France espoir. Toi, à ton époque, je crois qu'il y en avait un petit peu plus que ça. Enfin, tu Ah oui, beaucoup de oui, sélections équipe de France espoir? ouais, ouais, on faisait pas mal de courses. On faisait le Tour des Pays de Savoie. À l'époque, c'était une course à étapes. Il y a pas mal de courses comme ça. On a fait aussi le Moselle. On faisait aussi les manches de Coupe de France, route. Donc, OK. des fois, on courait avec les pros. Donc, ouais, non, c'était, c'était quelque chose qui prenait une partie de ton calendrier. Donc, ça, c'était super cool. Tu avais un super programme. Tu faisais aussi des stages en équipe de France Espoir. Et ce qu'il n'y avait pas, par exemple, avec le club de l'Annester, je le faisais en équipe de France Espoir. Donc, ça, c'était pour moi un super complément. OK, ouais, ouais, donc ça a complètement changé,
Parce que ouais, ça fait quand même quelques années que l'équipe de France Espoir, ça a plus du tout le même, la même présence sur les courses. Toi, t'en penses quoi de tout ça, voilà, toi, par rapport du coup quand t'avais ces âges-là où ça t'a permis de rester dans ton club en Bretagne, quoi. Ouais, ouais, bah, je vais faire le vieux con, hein. Je vais dire, ah, c'était mieux à mon époque. Mais non, je pense toujours, ouais, c'était, bah, ouais, il y avait moins de professionnalisation, du coup, les équipes, elles forçaient moins à passer pro, elles te laissaient le temps. C'était pas de te prendre à la sortie de junior. Personne à mon époque passait de junior à pro, à part Joanne Lebon qui était passé pro. Mais c'était le seul. Et bah, c'était bien, moi je trouvais bien, parce que ça permettait de rester dans ton petit club familial, avec tes copains, toujours avoir un peu la même ambiance et puis prendre ton temps si tu avais envie de prendre ton temps avant d'aller vraiment dans l'élite et dans une N1. Ouais. Donc c'était pour moi c'était plus de prendre son temps et de laisser un peu le cours des choses et de ouais de grandir à 18 ans à mon époque ouais c'était encore on faisait encore des conneries et c'était différent de maintenant. C'est beaucoup de choses ont changé sur l'entraînement. Moi je me revois avec Mathieu Clorec. On avait pris ma voiture, je venais tout juste d'avoir le permis. Fin janvier, on est descendu aux Pays-Bas. J'avais une 205 à l'époque. On est descendu aux Pays-Bas parce qu'on a garé un peu la voiture à l'arrache parce on arrivait à une demi-heure du départ et pendant la course, le speaker demandait de déplacer la voiture parce qu'elle gênait pour mettre des barrières. Et il y a une soigneuse qui a dit non, bah, c'est pas possible, le coureur il est en course, il a les clés avec lui, la voiture va pas être déplacée. Et c'était une époque en fait tellement différente de ce qu'on peut voir sur maintenant aujourd'hui ouais, tu peux plus faire ça avec ton petit club de rester dans ton petit club un maximum de temps. Ouais. Non, c'est sûr, c'est compliqué, mais maintenant, ouais, quand on a l'impression, quand on sort un petit peu des radars des équipes de développement, et voilà, après les juniors, ça semble de plus en plus compliqué, quoi. Si on est dans une équipe amateur, il y a déjà de moins en moins de courses, des courses qui sont, euh, aux yeux des équipes pro, de moins en moins relevées, parce que bah, eux, ils ont l'impression que finalement, les seules courses qui comptent, bah, c'est avec les équipes de développement, etc. Donc, ouais, c'est compliqué de se révéler, passer les juniors maintenant, si on n'est plus dans la pipeline, dans le cursus logique des choses pour les équipes pro, quoi. Ouais, 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 puis bah, malheureusement, en fait, ça descend à chaque année de catégorie. Donc au début, c'était les coureurs ils passaient espoir 1, puis ils allaient direct dans la développement. Maintenant, on est passé junior, les coureurs ils vont directement dans des équipes développement en continental. Et ouais, je vois les cadets, même chez les cadets maintenant, comment c'est sérieux. C'est- on, on perd un peu l'ADN du vélo. Pour moi, je pense que les équipes pro, ils devraient avoir une limite imposée par l'UCI, ils ont pas le droit de prendre un coureur avant. Au moins leur laisser un an chez les espoirs, 19 ans. Après, le problème, c'est que le système en France est pas le même système qui est en Belgique ou est en Italie. Les Continentales, pour eux, ça reste des équipes amateurs. Quand en France, quand on est en Continental, on est vraiment salarié de l'équipe. Donc, c'est aussi ça qui fait que c'est compliqué ce système. Puis, c'est tout qu'on va dire, hein, c'est que l'équipe, elle veut la pépite absolument dès le plus jeune âge. Et puis, bah, c'est ouais, c'est la course à l'armement, on va dire. Et tout le monde veut le coureur qui marche le mieux en cadet, le coureur qui marche le mieux chez les juniors. Et malheureusement, ouais, quand on voit pour moi, des managers qui viennent sur des courses de cadets, et je pense que ça a une limite pas super. Ouais. Parce que malheureusement, j'en discute, mon père, il entraîne les cadets. Et là, il voit qu'il y a de plus en plus de burn-out chez les jeunes. Quand il voit mon époque, enfin, il dit c'est devenu fou. Ouais. C'est devenu fou. Il entraînait les juniors. Il a dit bah moi je vais arrêter d'entraîner les juniors parce que je sais leur faut un minimum de 16 à 18 heures par semaine et je veux pas être responsable de soit de leur échec scolaire ou d'un burn-out. Donc je vais entraîner plus les cadets où ils ont moins d'heures à faire. Ouais. Non, c'est clair. Toi, comment tu as géré tout ça d'ailleurs avec l'école à côté dans ces années-là? Est-ce que après le bac, tu avais continué quelque chose ou tu faisais que du vélo à ce moment-là? Ouais, bah alors moi, ça a été très compliqué. Donc, j'allais récupérer le vélo où ma mère travaillait. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Et en fait, je récupérais le vélo au lycée et après, j'allais rouler. Donc, j'allais rouler souvent, c'était vers 15h30 le mercredi. Donc, j'avais pas mon mercredi après-midi, c'était un peu galère. Et je roulais jusqu'à la nuit. On a de la chance, à l'ouest, il fait nuit un peu plus tôt. Donc, jusqu'à 17h30, 18h, j'arrive à faire 2h30 des fois. Et bah, je marchais plus un peu plus tard dans la saison. Après, on a l'avantage quand on est à l'école quand même, c'est on a 2 semaines de vacances Ouais. tous les 6 semaines, ou 6 à 8 semaines, donc je pouvais faire des gros blocs d'entraînement à ce moment-là. Mais ça a été compliqué à un moment et le directeur de mon ancien lycée a pas trop joué le jeu parce que j'étais souvent en équipe de France
Et il y a un moment donné, il m'a dit, il faut choisir soit l'école et soit le vélo. Et moi, je voulais pas choisir. Ça a été très compliqué. Et du coup, j'ai changé de lycée. Ok, ouais. J'ai changé de lycée et je suis parti autre part. Pour moi, je trouvais ça dommage qu'il m'ait dit, faut choisir entre l'école ou le vélo. Et parce que oui, j'étais absent souvent, mais je récupérais les cours. Et du coup, je suis allé j'étais dans un lycée public et je suis parti dans un lycée privé qui avait une section sportif foot. Ok, Donc j'avais des horaires foot, c'était moyen. On finissait à 11 heures le mercredi pour reprendre des fois le cours à 15 heures, mais je roulais entre les cours ok, ouais. et ça me permettait de m'entraîner un peu plus. Et j'ai continué après le bac. J'ai fait un BTS une année où j'avais mon mercredi. Là, c'était assez fou. J'avais mon mercredi après-midi, donc je pouvais bien rouler. Mais malheureusement, je passais pro l'année d'après, donc je me suis dit, je vais arrêter là. Ok, 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 ouais. Et justement, quand tu signes, là, donc t'as un an chez les amateurs, toi, c'était dans l'idée de continuer ta formation, tu sentais que tu avais besoin de gagner encore des courses, de découvrir encore de grandes courses? Ouais, ouais, en fait, c'est Bernard Bourron, en fait, qui était important pour moi. Il m'a vachement drivé chez les jeunes. C'est lui qui m'avait dit de rester, dans mon club. Il m'a dit: «T'en fais pas, t'as des courses en équipe de France, tu peux rester dans ton club». Je pense qu'il avait compris aussi le personnage que j'étais, que je voulais rester proche de ma famille et toutes ces choses-là. Du coup, je suis resté au club et il m'a dit: «Ouais, le mieux, c'est que tu te fasses un palmarès chez les amateurs avant de passer chez les pros» et et oui, c'est maintenant ça, on n'y pense, plus forcément. Ouais. Mais ouais, il m'a conseillé et puis, bah, moi j'écoutais les anciens, hein. Je suis discipliné donc j'écoutais forcément, les conseils de Bernard. Il avait un background derrière lui de fou. Il a été pro à un long moment, il était sélectionneur d'équipe de France depuis un moment. Du coup, j'ai écouté et puis, c'était aussi l'époque où on essayait de prendre un peu plus le temps avec les jeunes et on m'a laissé le temps de passer encore un an chez Etup, amateur et faire une saison complète, full amateur et puis de passer chez les pros derrière. Donc ça, pour moi, c'était un gros plus dans ma carrière avant d'arriver chez les professionnels, d'avoir un beau palmarès chez les amateurs et pas d'arriver, Mm. sans bagage, chez les pros. Ouais. Ouais, ouais, tu regrettes pas du tout ce choix-là. Ah non, bah non, non, je regrette pas. Non, non, je regrette aucun de mes choix. Non, non, c'est pour moi, c'était une formation pour l'après, de défendre un maillot de leader, d'avoir un peu de Mm. pression, toutes ces choses-là. Et c'était super bien. Non, mais c'est clair, hein, c'est vrai que c'est quelque chose du coup aussi bah, qu'on se retrouve confronté maintenant. Je trouve où les juniors vont passer dans une équipe Conti ou vont vouloir voilà, à tout prix aller dans une équipe d'Evo. Sauf qu'au final, dans une équipe d'Evo, ils vont pas forcément apprendre à gagner parce qu'ils vont bah, soit les boucher les trous de l'équipe World Tour sur des classes 1 ou voilà, se retrouver sur des classes 2 où le niveau est peut-être un peu trop élevé encore pour qu'ils puissent jouer la gagne. Et finalement, ouais, ils perdent peut-être un peu ce sens de la gagne et c'est ouais, c'est ces qualités qui permettent de devenir leader ensuite, quoi. Euh, Ouais, ouais, bah ouais. Puis moi, franchement, j'ai passé une saison à Etup. C'est comme si j'en avais passé 15. J'avais trouvé une famille avec Robert, qui était le président qui est malheureusement décédé, enfin avec Jérôme Ganin en DS et j'avais Julien Pinot en entraîneur. Et moi j'ai passé une saison de fou. J'étais en appart avec Pierre Bonnet qui est devenu un super bon copain et Petr Vakoc qui est passé pro après chez Quickstep et c'était l'équipe référence pour passer pro. Je pense qu'il y avait ouais, il y avait tout ce qu'il fallait et c'était vraiment ouais, pour moi, j'ai passé ouais, une super année. C'était le vélo vraiment plaisir avec les copains, on s'amusait bien, on gagnait des courses et je pense oui, c'est malheureusement ce qui se perd, mais c'est ce que les jeunes veulent aussi, c'est ils veulent tous passer pro. Moi, c'était jamais un but en soi. Je me suis entraîné, c'était pour gagner des courses et de me faire plaisir, puis c'est venu par la suite de passer pro, mais c'était pas mon objectif premier de passer professionnel. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, après, donc, ouais, c'est ça, tu signes. C'était. Comment s'appelait l'équipe à l'époque où tu étais? Argos Argos. Shimano, oui. Argos. Et donc, ouais, comment ça s'est fait que cette équipe-là, du coup, tu avais des contacts avec des équipes françaises aussi ou c'était un choix Alors plutôt en de partir à fait, l'étranger? non, 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 en fait, ce qui se passait, c'est que Yvon Madio ou Marc Madio venaient de temps en temps discuter avec moi, mais j'ai jamais eu d'offre concrète de la FDJ à ce moment-là. Du coup, j'ai fait un bon tour de l'Ain. Je fais 10 au général, je fais 4 d'une étape. Et à ce moment-là, Christian Guiberto, qui est chez Argos, qui est français, il en a parlé au patron et ils m'ont signé assez rapidement. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me mettre stagiaire et qu'ils voulaient me signer pour un an plus tard. Et moi, le projet me plaisait beaucoup parce que c'était de refaire encore un an chez les amateurs. C'était vraiment la chose que je voulais faire. Et j'étais sûr de passer pro un an plus tard. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et du coup, c'est comme ça que je suis passé pro. Après, il y avait pas mal de Français à l'époque dans l'équipe et c'était ouais, c'était une
un choix que ouais, j'ai vraiment adoré. J'avais une bonne place au sein de l'équipe et c'était une équipe aussi qui progressait et Mm. qui arrivait tout juste avant le tour. Ouais, ok, ouais. Et à ce moment-là, tu es retourné vivre en Bretagne ensuite? Oui, je suis retourné vivre en Bretagne. En fait, ce qui se passait à YouTube, c'est que je faisais des allers-retours. Ok, Je vivais sur des périodes où je courais là-bas et les périodes que je courais ici, j'étais à la maison. Donc j'ai fait tout le début de saison en Bretagne où j'étais seul contre tous, donc ouais. j'ai rien gagné. Je fais deuxième du circuit du Morbihan, je fais 6 à, à Plumelec. Enfin, c'était un peu beaucoup de frustration parce que j'avais pas de collègues, tout le monde voulait ma peau. Mais je suis revenu pour les sorts bretons et j'ai réussi à gagner les sorts bretons à la maison. Donc ça, c'était une grosse satisfaction avec mon équipe pas bretonne. Ouais, 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 je vois. Parce que j'avais lu aussi, je me souviens plus trop à quelle période c'était. T'étais parti vivre à Nice un petit peu, et finalement Oui, t'es revenu alors en Bretagne. 2015. Ouais, alors du coup, je suis parti en 2015. J'ai fait mes 2 premières saisons qui sont bien passées avec l'équipe. J'ai gagné 2 étapes à la Volta en 2013. Après, en 2014, j'ai fait 9 ou 8 du Tour d'Espagne. Donc, c'était une grosse performance. Et puis, je me suis dit, bah, je vais aller vivre à Nice pour essayer d'avoir un climat un peu meilleur, des cols pour m'entraîner et puis un aéroport sympa. Et du coup, je suis allé vivre là-bas et finalement, ça s'est pas super bien passé. Euh, j'ai pas accroché peut-être avec la culture du Sud. Ouais, j'ai pas trop accroché. En fait, mes parents, enfin, mes parents, ma famille me manquait. Ma femme, ça lui plaisait pas trop mal aussi. Ça lui plaisait parce que c'était, faisait un peu les vacances toute l'année. Mais on n'a pas réussi à trouver notre équilibre qui était important pour nous. Donc on a essayé un an. C'était au Lombardie, juste avant le Lombardie, elle avait fait le déménagement et au Lombardie de l'année d'après, on est remonté en Bretagne. Ok, ouais. Ouais, donc au final, tu te sens mieux du coup finalement en Bretagne et Ouais, voilà. en fait, j'avais tellement de stages. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement de stages que quand je suis à la maison, j'aime bien être chez moi pour me reposer. Et après les courses, on a souvent quand même des périodes de repos. Et ouais, je préférais retourner à la maison. Puis le choix est pas du tout, c'est pas du tout un regret. Je vois, j'ai 2 enfants, ils sont très contents de voir ses cousins, ses cousines, son papy, sa mamie. Je pense que si j'avais dû rester dans le sud, je pense qu'il aurait fallu que toute la famille descende. Ouais, Mais non, ouais, c'est pas du tout un choix que je regrette. Je fais des stages un peu plus longs, des choses comme ça, et puis finalement on a trouvé un super équilibre à la maison et je suis très content pour le développement de la famille aussi, des enfants. C'est important qu'ils voient leur famille. Moi qui suis très famille, je pense que c'était pas possible, ça aurait pas été possible. On serait revenu à un moment donné de la Bretagne, enfin de Nice en Bretagne. ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est pas commun tous les sports. Enfin, je pense au sport co. Du coup, bah, les sportifs quand ils changent d'équipe vont changer de ville et rejoindre la ville. Et c'est vrai qu'en vélo, on a cette liberté-là d'être un peu où on veut. Mais je sais pas toi, quand tu discutes des fois avec des gens comme ça, moi je sais que par rapport aux équipes amateurs, c'est encore plus surprenant pour les gens. Moi, quand je discute, quand voilà, je dis que je suis dans l'équipe d'Aix-en-Provence et que je vis pas du tout à Aix-en-Provence, les gens comprennent pas trop. Et, euh, et c'est vrai. Et qu'est-ce que tu en penses toi, d'une équipe pro qui aurait vraiment tous ses coureurs regroupés au même endroit? Je sais que Pierre-Luc Perrichon en avait parlé là, quand il souhaitait monter son équipe, essayer de vraiment avoir cette unité de lieu avec le staff, etc. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense qu'il y a Decathlon, ils le font un peu. Bah là, ils vont perdre pas mal de Français, mais l'an passé, à Aix, ils Ouais, étaient, bon, je sais pas, ils étaient la moitié de l'effectif à Aix. Je pense que c'est pas mal de rouler avec tes compagnons d'entraînement, mais je pense que pour moi, je pense que ça doit être quand même une carte assez libre. Ouais, je pense que ça doit être une carte assez libre. Je pense que les footballeurs, c'est un peu plus simple parce que ils ont, je vais pas dire beaucoup d'argent, mais faut que si tu veux que ta femme elle te suive, faut pas qu'elle travaille parce que si tu vas par exemple dans un autre pays ou quelque chose comme ça, si on est à Gérone en camp d'entraînement, enfin en place pour tout le monde, faut que ta femme elle travaille pas ou qu'elle se mette à l'espagnol. ouais, ouais, C'est des choses qui peuvent se faire, hein, mais je pense que c'est assez compliqué dans le vélo avec ouais, le nombre de nationalités qu'on peut avoir. ouais, c'est clair. Je pense que c'est assez compliqué. Mais nous, ils ont fait un centre un peu comme ça pour les Conti. Il y a, à Sittard, il y a un centre spécialement conçu pour eux où ils ont un appartement gratuitement et tout ça. Je pense que pour les dévots, ça peut être pas mal. Après, je pense, c'est les pros, ouais, c'est aléatoire parce que y en a, ils vont vouloir vivre à Andorre pour les taxes, d'autres qui vont vouloir vivre à Gérone parce que la météo est différente et c'est plus proche de l'aéroport. Ouais, c'est assez complexe dans le vélo, mais je Ouais, pense que si il peut avoir une petite unité de courage, je pense que ouais.
C'est toujours plus sympa. Bah ouais, ouais. Puis même, c'est vrai que pour mettre avec le staff, etc., pouvoir avoir les mécanos, le masseur, etc., c'est sur ses kinés, salle de muscu, enfin, bon, bah, voilà, dans un vrai centre comme la plupart des équipes ont maintenant, c'est sûr que quand on a ça à proximité de sa maison, c'est quand même pratique, quoi. Ouais, ouais, ça c'est pratique. Après, nous ici, si on a un problème, on a Carpap où là, ils ont monté un centre au terre pour un collègue là. Donc, il y a tout ce qu'il faut aussi, mais c'est plus une démarche personnelle qu'une démarche d'équipe, ça c'est sûr. Mm. Et du coup, après, donc, il y a eu bon, bah, tes années jusque, c'est quoi, 2017-2018 chez Argos avant de repartir 2017. jusqu'à Ouais, 2017. 2017. Et puis après, donc, t'es allé en Bretagne et il y a eu, donc, ouais, c'était Fortunéo Samsic, je crois, c'est ça? Oui, c'était fortuné, ouais. Et ouais, il y a eu, je crois, je sais plus, c'est la première année là-bas, 2018, qui a été un peu difficile. Est-ce qu'avec le recul, tu expliques peut-être sur les changements d'entraînement, sur qu'est-ce qu'aurait pu faire. Ouais, bah alors le changement de rôle aussi complet. J'étais leader unique alors qu'on était quatre ou cinq leaders chez Sunweb à l'époque. Je sors d'une super saison. Je pense qu'il y a aussi l'effet un peu de pression qui est redescendu. Je me suis marié la même année. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et puis bah, il y a eu changement de matériel. Ça a été hyper compliqué. Ça faisait 5 ans que j'étais sur Giant. Pour moi, c'était la marque que j'ai connu Felt au tout début. J'avais eu déjà un an chez Etup, un an chez Argos, et après, j'avais fait 5 ans sur la même marque, sur le même vélo. Enfin, j'avais passé plusieurs tests pour les positions et tout ça, et ça a été le grand changement de matériel. On a changé de matériel, ça n'a pas été directement bien. Ça a été compliqué et c'est un tour un peu compliqué. Je tombe, c'était un peu une année galère. En fin de saison, je me refais un peu sur le Grand Prix de Wallonie, je fais deux ou trois, je crois. Ça commence à aller mieux en fin de saison pour attaquer la saison d'après. Donc le changement de matériel a été hyper compliqué pour moi. Il y a eu l'équipe aussi, c'était un grand changement parce ils ont pas eu vraiment de gros leaders jusqu'à présent. Et du coup, m'avaient pris. Et puis après, il y a eu André qui est arrivé. Et c'est là où ça a été un peu plus simple pour moi parce que la pression était mise que sur deux épaules, enfin sur quatre du coup. Et ça m'a fait du bien. Puis cette année-là, je tombe à Paris-Nice, une chute vraiment très mauvaise. J'explose mon boyau à l'avant et je suis transporté en hélicoptère à Paris. Donc là, c'était un peu une période compliquée. Et je recours, je crois, juste derrière au Catalogne. Et c'est là où Egan Bernal il tombe dans la descente de l'arrivée à Montjuic et qui fait tomber 10 coureurs. Et moi, je fais partie des 10 coureurs qui tombent parce que j'étais bien placé. Donc là, c'était vraiment une période très compliquée où il y a eu, ouais, pour moi, beaucoup trop de chutes. Et à ce moment-là, je me casse le bassin. Donc c'était le gros coup d'arrêt, j'ai pas trop roulé, j'ai attendu avant de reprendre et puis finalement bah ça ressourit, je champion de France et puis après je fais dixième du tour donc j'ai pas lâché au niveau entraînement c'était compliqué, et j'ai eu une grosse période de repos forcé puis bien, derrière ouais, je suis champion de France et dixième du tour donc c'était reparti avec l'équipe pour des résultats. Ça a été une période dure, mentalement, physiquement. J'étais allé voir une psychologue parce que c'était vraiment compliqué mentalement à gérer l'échec de l'année d'avant, puis la chute derrière. Je me demandais ouais, si pour moi je voulais vraiment continuer à faire du vélo. Ma femme, elle m'a toujours motivé, soutenu, et je pense que c'était hyper important son soutien à ce moment-là de ma carrière. Ouais, ouais, ça fait un peu partie du vélo. Malheureusement, c'est vrai que il y a toujours dans une carrière des phases difficiles. T'en avais connu avant ou c'était vraiment la première phase un peu difficile? Non, bah non, non, j'avais connu quand on s'était fait Ouais, renverser c'est par une vrai. voiture avec l'équipe, ouais, c'était hyper compliqué. Ouais, c'est une chose que je souhaite à personne. Je pense que ma carrière a pu s'arrêter là, comme ma vie. On a eu ce jour-là, c'est quand j'y pense, je me dis ouais, on a eu vraiment énormément de chance. On était à 50 km/h, la voiture était à 50, et où j'ai eu le plus de chance. Je pense qu'on aurait pu tous y rester. C'était vraiment, ouais, vraiment une période compliquée mentalement à vivre derrière. Ouais. Ok, et t'avais été aussi suivi, c'était consultant Non, 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 psychologue j'étais ou? pas suivi à ce moment-là. Non, 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 je sentais pas forcément le besoin parce que c'était la dame, elle a tout simplement changé de voie, elle est allée du mauvais côté. C'était pas, ouais, c'était une anglaise, donc c'était comme ça. C'était malheureusement des faits. Et puis, bah non, non, je suis assez vite reparti finalement. J'ai attendu la convalescence, j'ai pris le temps avec mon scaphoïde et puis bah c'était reparti derrière. Je pense que j'étais plus jeune aussi. Euh,
la deuxième fois, j'allais être papa, c'était puis être transporté en hélicoptère, c'est complètement différent et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait être grave, quoi. Ouais. OK, ouais. Et est-ce que, encore maintenant, sur l'aspect mental, c'est des choses que tu vas travailler, consulter encore un psychologue ou des choses comme ça? Je sais que Non, mais je pense c'est trop tard maintenant, mais je pense pour des coureurs, je pense se faire aider psychologiquement en prépa mentale, je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Je pense maintenant j'ai un peu plus de vécu et j'arrive à trouver des moments pour que ça relâche et je pense ouais, je pense que c'est un gros plus dans sa carrière de se faire aider là-dessus. Je pense dans le vélo, on n'y est pas trop concerné, mais je pense que ça peut être un atout en plus de l'entraînement. ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Bah, on sait tous que ça a une part super importante dans la performance. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, ouais, sur la mise en place derrière d'actions concrètes pour essayer de l'améliorer, travailler, c'est toujours plus compliqué. Finalement, dans les équipes de vélo, on est un peu seul. Enfin, face à tout ça, c'est rare qu'il y ait vraiment du staff qui ait toutes ces Qui est compétences-là. dédié à ça, ouais. Mm. Ouais, et c'est assez compliqué de trouver un peu comment ça marche et lui qui comprenne aussi. Donc ça, c'est un peu plus délicat. Parce que c'est un sport, ça, on a un sport quand même assez différent des autres. C'est un sport individuel, mais qui se court en équipe. Donc. Mais ouais, du coup, je pense que c'est hyper intéressant quand on est jeune et si on a des soucis, il faut pas hésiter à aller voir quelqu'un. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et d'un point de vue entraînement, comment ça a évolué ton entraînement là, entre bah, ouais, tes premières années pro jusque donc le passage chez Fortunéo, puis bah, maintenant ton retour chez Picnic? Alors, je pense les premières années, je faisais 25 à 27 000 kilomètres à l'année. Et puis plus ça va, plus ça allait. Et là, je pense que j'arrive à 32, je pense. Donc ça allait progressivement. Et oui, l'hiver, je me rappelle, on faisait des stages au mois de décembre, on roulait plus tranquille que maintenant. On faisait beaucoup de volume et très peu d'intensité. Maintenant, on arrive au mois de décembre, on fait volume et plus intensité. Et puis on arrive au mois de janvier où on fait vraiment des intensités dures. Je pense avant, on prenait un peu plus le temps aussi. Bah, le niveau des courses en début de saison était un peu moins relevé. Donc ça nous permettait d'arriver un peu moins en forme et de se préparer au fur et à mesure que là maintenant la première course je pense que c'est même des fois la plus dure de l'année Ouais. parce que tout le monde est prêt, tout Mm. le monde s'est entraîné comme des fous tout l'hiver et, euh, et ouais je pense l'entraînement on est passé de avant je devais faire entre 15 et 18, maintenant c'est plus entre les semaines d'entraînement quand je suis à la maison c'est plus entre ouais 20 ouais 19 et 25 quoi. Là il y a une semaine j'ai fait 25 heures. Là, cette semaine, j'ai fait 3 jours off avec la course, mais après la course, mais je vais avoir 4, 3. Ouais, je vais avoir. Ouais, en 4 jours, je vais avoir 4 jours. Ouais, non, 5 jours, pardon. Ouais, je vais avoir 20 heures à peu près, un Ouais. peu plus de 20 heures. Et avec une journée de repos entre les deux. Donc 2 jours, un jour récup et 2 jours derrière. Mais oui, oui, ça, pour moi, ça a complètement évolué sur aussi les techniques d'entraînement. On s'entraîne beaucoup plus dur qu'à mon tout début. Et maintenant, ouais, c'est vrai que les séances derrière scooter, on n'en fait plus trop. On fait beaucoup de qualitatif avec le capteur de Mm. puissance. Avant, à l'époque, pour se préparer pour les courses, on faisait beaucoup de scooters et puis c'était un peu du fartlek derrière le scooter sans vraiment d'avoir des exercices précis. Et c'est vrai que maintenant, au niveau entraînement, on fait beaucoup plus d'intensité que ce que je faisais par le passé. Ouais. Je pense que les charges d'entraînement TSS, je pense, elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'il y avait au tout début de ma carrière. Ok, ouais. Ah, tu vois, j'aurais pas forcément pensé ça. Est-ce que en termes de programme de course, tu cours plus maintenant qu'avant ou à l'inverse? Non, non. Après, j'ai toujours couru très peu chez Picnic. On fait très peu de courses hors calendrier World Tour, donc j'ai été habitué avec eux à moins courir. Et du coup, quand je suis retourné chez Arkea, je courais plus. Et là, suis repassé sur un cycle où j'ai des grosses périodes d'entraînement avec des blocs de course et puis des parties récup. Là, par exemple, j'ai fait Plouay. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas couru depuis sans Seb. Et là, je fais Canada les deux courses et après le Canada, je cours pas avant début octobre le 5 Émilie. Par contre, je vais enchaîner, je vais faire Émilie, Trévalais le mardi et Lombardie le samedi. Et puis ça sera ma fin de saison. Ok. Donc ça va être une période de 3 semaines où je vais devoir beaucoup m'entraîner à la maison pour espérer être bien en fin de saison sur les courses en Italie. Ouais. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes bien du coup d'avoir ces blocs-là, plus d'entraînement et des blocs de course?
Ouais, ouais, bah après, c'est pas facile à gérer avec la vie familiale. Au mois de mai, j'ai fait tout le mois de mai en stage, enfin, fin mai jusque début juin, et j'ai enchaîné sur le Tour de Suisse. Donc, j'ai fait 3 semaines d'altitude, plus 10 jours du Tour de Suisse. Donc, ça faisait 4 semaines parties. Je suis rentré à la maison pour ouais, quelques 10 jours. J'ai fait le France, et puis je suis reparti le mardi. Donc, 10 jours, puis je suis parti pour le Tour. Là, c'est vraiment la période la plus grosse de l'année où je fais le gros bloc au mai-juin et puis après il y a le tour qui s'enchaîne donc ça fait 2 grands tours quasiment d'affilée. Et c'est vrai que là c'est une période assez compliquée pour ma femme parce qu'elle gère toute seule les enfants même si on a la famille à côté, elle travaille à côté donc c'est assez sport pour elle et pour moi c'est ouais c'est un long moment loin de la famille mai-juin juillet je sais que c'est les 3 mois qui sont assez compliqués à gérer mais après, j'ai vraiment des périodes aussi où j'ai de la décharge parce que j'ai fait Sanseb là, puis de Sanseb jusqu'à Plouay, j'étais à la maison, donc c'est pas, je suis pas à plaindre. Je suis content justement que c'est un programme de course très, ouais, très axé au moment où il y a la préparation course et puis des bonnes plages de récupération. Je trouve ça plutôt bien. Ouais. Et du coup, ouais, comment tu gères ta récupération? Tu fais des jours là, tu as fait du coup 3 jours de repos, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais Ouais. souvent dans la saison? Ouais, bah, c'est souvent en fonction du feeling. J'avais fait une grosse semaine avant Plouay, enfin, euh, une, une semaine avant Plouay, la semaine avant, ouais, enfin, une semaine avant, la semaine avant Plouay. Ouais, J'ai fait, ouais, une grosse semaine et en fait, je pense que je me suis un peu cramé. OK. Je pense que j'ai voulu trop en faire et je suis arrivé à Plouay, c'était pas super. Du coup, on a fait une semaine de décharge avec Vincent Villerius, mon entraîneur, et j'ai fait une fringale à Plouay, donc c'était pas foufou, mais ouais, du coup, là, j'ai demandé à vraiment faire 3 jours tranquilles, à faire lundi 1 heure et demie, puis mardi, mercredi, rien. Et ce matin, j'avais 2 heures et finalement, j'ai fait trois. OK. Pour moi, je trouve ça important, surtout à cette période-là de l'année, c'est d'écouter son corps, de savoir Mmh. si les jambes ont récupéré ou pas, savoir si les muscles sont frais ou pas, le cœur s'il est frais ou pas, et finalement. Des fois, on se dit, ah, j'ai pas roulé pendant 2 jours. Bah, j'ai roulé un jour, mais c'était de la récup, donc ça fait 3 jours vraiment récup. Il y a certains coureurs qui vont se dire, ah, c'est pas, ouais, je vais perdre tout mon niveau. Et pour moi, je trouve que c'est limite le mieux. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai fait des sprints ce matin et finalement, le cœur, il montait super bien. Donc, je pense que, ouais, le corps a bien récupéré. J'ai regardé ma HRV, les remontées aussi. Et pour moi, c'était important de faire ces 3 jours-là pour être frais au Canada. Et là, Mmh. maintenant, je sais que je peux encaisser un bloc d'entraînement avec des bonnes charges. OK, ouais. Et est-ce que tu fais des coupures un petit peu plus longues, dans la saison aussi? Oui, j'ai fait après Liège, j'ai fait une semaine, enfin après le Grand Prix de Francfort, j'ai fait une semaine. Je fais une semaine sans vélo. L'année où je fais le Giro Tour, j'ai fait 9 jours sans vélo. OK. Entre le Giro et le Tour. C'était un gros coup de poker avec Kevin Rinaldi qui était mon entraîneur de l'époque et c'était le coup de poker qui était super gagnant. Après le Giro, on a eu des conditions difficiles en 2023, il faisait Mmh. mauvais et je suis parti en vacances à Marrakech avec ma famille et puis je me suis dit bah là je m'accorde 9 jours sans vélo. Je pense quand on dit ça dans le vélo en plein milieu de la saison, c'est un truc de fou mais non, finalement, je me suis entraîné. Je suis parti en stage avec la famille aussi après derrière. 3-4 jours non, 5 jours dans les Pyrénées, juste avant le tour. Et puis au tour, bah, j'étais très poussif au début, mais c'était aussi un peu le but avec Kevin, c'était de skipper un peu les 10 premiers jours. C'était dur mentalement et de se prendre des critiques encore un peu faciles des gens comme quoi j'étais pas au niveau. Puis finalement, en fin de tour, j'avais des super jambes. L'étape en Alsace où je fais tout devant avec Thibaut. Malheureusement, on se fait rattraper, je fais que 6 de l'étape, mais ce jour-là, j'avais des super jambes. Je pense, si on jouait la gagne devant notre échappée, je pense qu'il y avait moyen d'aller peut-être gagner ou de faire deuxième de 2 ou 3 de l'étape. Et ouais, c'est des blocs des fois qu'il faut accepter de bien récupérer pour bien repartir derrière. Ça, la récupération, mon père m'a toujours dit, plus important dans l'entraînement, c'est la récupération. Et je suis toujours d'accord avec lui là-dessus. Ouais, ouais, c'est clair, ouais, je suis assez d'accord aussi, et entre les saisons, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Bah, entre les saisons, il y a une saison, justement la saison 2023 où j'ai rechangé d'équipe, je suis revenu, chez Picnic et j'avais fait 2 grands tours et je me suis pas rendu compte de la fatigue que je pouvais avoir, hein. J'allais dans une nouvelle équipe, du coup, j'ai fait un break, assez court, c'était 2 semaines OK. et 2-3 semaines et puis, bah, j'ai bien roulé l'hiver, un peu trop.
J'ai fait un super début de saison, je fais 5 à Oman, je fais 5 à Drôme et je sais plus où. Je marchais super bien en début de saison, mais après c'était l'hécatombe. C'était l'hécatombe, j'étais complètement collé tout le reste de la saison parce que j'avais, je pense, trop roulé l'hiver et pas assez récupéré de mes deux grands tours. Je pensais pas que ça allait rester autant dans les jambes et puis je pense que j'étais un peu surentraîné. Et du coup, l'hiver dernier, j'ai fait un mois comme je fais habituellement. Souvent un mois, je fais un mois sans vélo. Ok, 3, 4 semaines sans sport, mais sans rien. Par contre, moi, je fais rien du tout. Je, je vais en vacances, je fais autre chose que du vélo, mais pas de sport. ok. Donc, je fais du bon gras et puis bah, je reprends, j'ai 3, 4 kilos en plus et puis voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que bah, c'est la tendance actuelle est à raccourcir les coupures. C'est vrai que bon, 2 semaines, c'est vrai que c'est ce qu'on va presque, c'est ce qu'on va recommander maintenant. Mais au final, on voit que bah, beaucoup de pros vont encore opter pour un mois de coupure. Et toi, ouais, tu sens que ça te fait vraiment du bien de relâcher à ce moment-là. Ouais, puis bah, je suis quelqu'un quand même normalement pas trop du début de saison, plus de la fin de saison. Donc là, moi, je suis hyper motivé. Là, je vois, je vais à l'entraînement. J'ai envie. Je connais mes collègues d'entraînement. Ils me disent, ah, moi, je préfère courir que m'entraîner. J'ai un peu moins l'envie de m'entraîner à cette période-là de l'année. Mais moi, je suis toujours motivé jusqu'à la dernière course. On me dit, tu finis fin octobre ou début novembre. Je suis toujours motivé pour courir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Et qu'est-ce qui te motive vraiment justement encore aujourd'hui là de continuer? Bah, les courses en fin de saison ou Non, la carrière? de ta carrière globalement, qu'est-ce qui te motive encore? Bah, je pense que je suis toujours performant, j'apporte toujours à mon groupe. Encore sur le tour, là, auprès d'Oscar, j'ai fait ouais, les 2 premières semaines et demie jusqu'aux 2 dernières semaines des Alpes, j'étais super bien. Malgré la chute, là, je suis tombé à la con. À Mur de Bretagne, il y a Louis Barré qui est revenu sur la route. Il était tombé, j'avais évité 3 quarts de la chute et il revient. Et puis malheureusement, je tombe, donc je m'étais ouvert. J'ai fait 4 jours d'antibiotiques et ça m'a un peu plombé sur le tour. Mais autrement, j'avais des super sensations. Je pense que je fais un bon tour. Et puis, le temps que je peux apporter aussi au groupe, que ça soit sur l'aspect performance. Là encore, j'étais avec le coach de la performance sur essayer de faire des progrès sur les textiles, sur les vélos, sur toutes ces choses-là. Puis, tant que je prends, pour moi, je prends du plaisir. C'est sûr que de toute façon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de coureurs qui gagnent beaucoup de courses. Ils sont 5 ou 6 à gagner toutes les courses. Ouais, une dizaine, on va dire. Il y a très peu d'espace pour le reste, mais moi je prends du plaisir à bah là aider Oscar, c'était super bien sur le tour et puis bah essayer peut-être d'avoir un peu ma carte sur les courses un peu inférieures en fin de saison en Italie. Je sais que je vais faire Trévalé, il va être là, il va me laisser aussi ma carte. À Sanseb, j'étais aussi bien que lui dans une bosse et il m'a dit d'y aller. Puis finalement, mon rôle d'équipier a repris le dessus. Je lui ai dit que je préférais faire pour lui. Je pense que on m'a beaucoup donné en tant qu'équipier, j'ai eu des équipiers comme Anthony Delaplace, Amel Moinard, et j'ai vu tout ce qu'ils ont fait pour moi et je me sens redevable de faire ça aussi pour quelqu'un. Et, euh, et oui, c'est sûr que les gens ont la critique facile ou ces choses-là, mais un équipier apporte autant à un leader et c'est hyper aussi important d'avoir des coureurs comme ça dans une équipe. Ouais, Autrement, si on a que des leaders, on voit le problème qui peut se passer chez UAE où Ayuso est pas forcément très content de faire le boulot pour les autres. Et je pense que ça va arriver de plus en plus où les jeunes veulent tous être leaders mm, et il y en a plus trop qui ont cette qualité-là de se dire, bah, moi, j'ai peut-être pas les jambes pour gagner des courses et bah, va falloir être équipier toute ma carrière et que j'essaye de faire ça au mieux, d'être un bon équipier. Je pense qu'il y a des coureurs ouais, qui devraient peut-être se pencher sur faire ça, mais chez les jeunes, c'est plus tous, on veut gagner, 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 gagner des courses et gagner aussi de l'argent. Donc ça, c'est une mentalité un peu plus différente qu'il y a eu à mon époque, mais comme je dis, je fais pas le vieux aigri du tout. Le vélo a changé et j'essaie de m'adapter à ce nouveau vélo-là. Oscar, franchement, s'il fait 4 du tour, je pense que c'est aussi grâce à toute l'équipe. Il y a sa performance brute où c'est sûr que dans l'école, il marchait super bien, mais il y a l'étape, par exemple, de la Lose. Si on rentre pas avec Franck, qu'on roule pas à fond mm, derrière et qu'on le ramène pas, bah, ce jour-là, il perd énormément de temps. Enfin, il y a aussi ce que les gens ne voient pas, c'est ce qui se passe aussi dans le bus, la motivation qu'on a envers lui, la protection en début de course, toutes ces choses-là. Je pense que c'est un rôle que j'apprécie et ouais, qu'on m'a fait dans le passé, que je veux faire aussi bien que les coureurs qui sont donnés à 100% pour moi avant. ouais, ouais, je vois. Bah, c'est top. Et qu'est-ce que ça t'apprend de côtoyer aussi ces jeunes? Là, je pense à Franck, à Oscar, là, que tu côtoies. J'ai pu écouter des podcasts où ils sont intervenus. On sent que c'est des personnes qui sont vraiment super intéressées et super impliquées dans leur performance. Est-ce que
Voilà, toi, j'imagine, tu prends plaisir à échanger avec eux sur tout ça. Voilà, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vois cette génération-là qui est vraiment à fond, quoi? Ouais, 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 ils sont à fond. Ouais, ouais, ils sont. Bah, Oscar, c'est un des mecs à l'entraînement que j'ai jamais vu rouler aussi vite. C'est pourtant, il y avait Romain Bardet avec qui on bourrinait tous les deux, mais là, j'ai trouvé quelqu'un encore un cran au-dessus de nous. Et non, 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 ouais, Oscar, c'est un féru de l'entraînement et je pense avec Vincent cette année, il a trouvé la balance de pas trop en faire non plus parce Mmh. qu'il en faisait, je pense, beaucoup trop l'an passé. Et je pense qu'il était un peu dans un surentraînement et que qu'il a eu du mal à accrocher avec Vincent, qui lui faisait faire des périodes de récup, des exos différents. C'était dur d'accrocher au départ. Et du coup, bah, moi, mon rôle, c'est aussi de capitaine de route, de lui dire bah, comme à Franck, de croire en l'entraînement de Vincent. Et puis finalement, à la fin du tour, je lui dis, bah, tu vois, finalement, les exos pyramidales et les choses de Vincent, où tu penses que des fois, t'as pas assez, bah, finalement, regarde, à la fin du tour, t'es frais et tu fais un super tour. Et je pense que la fraîcheur, c'est ce qu'on oublie souvent dans le vélo moderne. C'est une clé de la performance, je pense. Et Oscar a réussi à trouver cette super balance avec Vincent, tout comme Franck, je pense que c'est des super coureurs et Franck a une maturité un peu plus tardive qu'Oscar, mais sur la fin de tour, il a fait une super fin de tour et je pense pour moi l'année prochaine, ça peut être une grosse révélation dans l'équipe encore plus. Ouais. Et tu as parlé aussi que tu étais impliqué dans le textile, dans le matériel, etc. C'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour aider l'équipe à ce niveau-là? Bah, j'essaie de regarder un peu toutes les nouveautés, j'essaie un peu de regarder tout ce qui se fait de test avec bah, soit Alban Lorenzini, soit Cycling Magazine là, avec ce qu'ils ont fait sur le Wind Tunnel avec les casques, les vélos, les roues, toutes ces choses-là. J'essaie de regarder un maximum de choses et avoir un maximum d'informations, voir aussi ce que les autres équipes font et essayer de pousser pour qu'on puisse avoir ces choses-là. Et après, j'achète aussi du matériel pour tester. J'essaye un peu tout type de matériel et j'aime bien voir la différence qu'il peut avoir aussi en ressenti parce que il y a ce qui se passe dans le wind tunnel, Mm. dans la soufflerie, mais il y a aussi ce qu'on ressent en tant que cycliste et je pense il y a cette notion-là qu'il n'y a pas dans tous les tests. C'est aussi le ressenti du vélo qui peut faire aussi une différence assez importante. Ouais, c'est sûr. Et toi, du coup, est-ce que toi, comment ça a pu évoluer avec les différences de matériel entre voilà, tes débuts et maintenant? Tu as peut-être des changements de position, tu as refait des études posturales. Comment ça se passe pour que tu te sentes bien Ouais, sur un vélo? j'ai fait plusieurs études posturales. J'ai changé aussi la taille de mon cintre en largeur. Mais j'ai changé mes tailles de manivelle. J'étais en 175 jusqu'à 2023. Puis là, je suis passé en 172 et demi. Il y a aussi la nouvelle tendance à être un peu plus sur l'avant du vélo. Mais Mm. finalement, je me suis remis un peu à mon ancienne position parce que je suis trop vieux pour être trop devant, je pense. Et ouais, quand ton corps a été autant d'années dans cette position, c'est dur à changer. Mais c'est plus sur le vélo de chrono où moi je trouve il y a eu vraiment un gap. J'ai changé ma position l'an passé sur, euh, sur le spot qu'on avait et je trouvais que je faisais des super bons chronos. J'avais fait 21, je crois, au Dauphiné sur un long chrono et j'ai changé la taille de manivelle. Sur le vélo de chrono, j'ai trouvé que c'était vraiment une différence hyper importante en passant en 170. Mm. Et, euh, et ouais, c'est surtout sur le vélo de chrono où les positions ont fait vraiment, vraiment avancer le truc, où on a beaucoup plus de hauteur devant qu'avant où on se mettait vraiment très bas. Ouais. Où on essayait de chercher l'aéro qu'il n'y avait pas et finalement on oubliait qu'il fallait pousser des watts et c'était le problème aussi de faire des tests qu'en soufflerie. Nous maintenant l'équipe on va que sur la piste et je pense que la piste reste le meilleur moyen pour tester sa position sur le vélo. Ouais. Ouais, c'est sûr, mais même c'est vrai que maintenant sur les vélos de route, hein, on a quand même tendance à remonter un peu les postes de pilotage. Ça permet quand même de plus facilement tenir la position, les coups de plié, d'être plus confort. Et au final, en termes d'aéro, même si on est plus haut, ça permet tellement de mieux refermer le buste qu'on roule plus vite, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair, sur le vélo de route, c'est fini. Bah, là, maintenant, les stacks des vélos, ils essayent de faire un peu plus haut. Il y a une époque où ils essayaient de faire les plus bas, il y avait ouais, une ou deux bagues et c'était ouais, 15 centimètres trop bas. Enfin, Ouais. là, maintenant, ça a changé. On essaie tous de remonter un peu plus le poste de pilotage et d'essayer ouais, bah, d'être aéro, hein. On va tellement vite qu'il faut être aéro. Mm, mm, mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est vrai que bah, là-dessus, ouais, Frank Vandenbroek, l'année dernière sur le Scott Foil, c'était assez impressionnant sa position qui était vraiment parfaitement aéro, quoi. On- Ouais, ouais, il avait une super position. Bah là, j'ai un collègue hier, il était devant au Tour de Grande-Bretagne, c'est Baptiste Westrhofer. Il avait aussi une position super aéro pour moi. Il est assez haut devant et puis ouais, je trouvais qu'il avait une position vraiment hyper aérodynamique ouais pour essayer de rouler vite. C'est hyper important, je pense.
Ouais, ouais, non, mais Il y a carrément. aussi, il y a aussi le vélo, mais le trois quarts, ça reste la position, hein. Mm. C'est important le vélo, mais c'est important d'avoir une bonne position aéro aussi sur Ouais. ce vélo-là et de bien se sentir. Bah ouais, c'est ça, et j'ai l'impression que les nouvelles générations l'ont bien compris et que maintenant, oui, c'est aussi beaucoup une question d'éducation. Si on se rend pas compte de la différence de watts qu'il y a à être plus aéro, enfin avoir une position plus agressive, bah finalement, oui, on va pas forcément l'adopter parce que c'est peut-être un petit peu moins confortable, on va pas le travailler à l'entraînement, etc. Mais si on sait qu'on peut économiser 40 watts à 45 km/h en se mettant bien aéro, bah finalement, on se rend compte que c'est une différence Ouais, qui est bah pas ouais, ouais. négligeable, quoi. Bah, ouais, non, qui est pas négligeable. Non, non, c'est clair là-dessus. Là-dessus, tout le monde travaille ces choses-là que dans le passé. Faut pas que t'aies mal au dos, hein. Ouais, C'est important de pas avoir mal au dos après 5 heures de vélo, hein. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais là-dessus, ouais, le matériel aussi a changé. Il y a eu une grosse évolution. Je pense on roule beaucoup plus vite grâce au disque, surtout sous la pluie. Je pense sous la pluie, la différence de vitesse c'est phénoménal. Ouais. Sur Ouais. les freinages, parce que les freinages, on sait que ça va freiner. Sur les freins patins carbone, c'était pas sûr que ça freine tout le temps, donc on prenait un peu de distance. Ouais, ouais, c'est clair, et puis les pneumatiques plus larges aussi, hein, mine de rien, Ouais, on ouais, gagne ouais. aussi en confort, mais on vire plus vite, on descend plus vite aussi. Non, non, c'est là-dessus, ouais, il y a eu un gros gain de fait. Ouais. Ouais. Toi, tu quelle largeur de pneumatique? On a 28 dans l'équipe. OK, ouais. C'est Donc c'est correct. ouais, On avait 26 l'an passé parce que c'était le plus aéro avec les Shimano du Race. Et là, on est passé en 28 avec Ursus parce que la jante est un peu plus large. Mais le 30 peut être pas mal, mais avec la nouvelle réglementation du UCI, là, ça va être compliqué, je pense, d'avoir 30 et 54/11. Donc ouais, je crois que c'est fait, ils ont fait un développement pour que ça soit avec les pneus de 28. Mais pneus de 28, ouais, c'est déjà beaucoup mieux, ouais. ouais. Il te reste un petit peu de temps, si on va pouvoir, peut-être, conclure Ouais, ce ouais, podcast, ouais. tu avais des conseils, par rapport à, voilà, ta ton expérience là, à donner à des jeunes coureurs d'un point de vue, bah, déjà d'un point de vue entraînement? Bah, d'un point de vue entraînement, je leur dirais, s'ils sont jeunes, en cadet, je leur dirais: «Amusez-vous à l'entraînement, faites des pancartes, essayez de faire péter votre entraîneur ou vos collègues». Je pense que ça reste le meilleur moyen de bien s'entraîner, bah, après je dis pas tous les entraînements, mais je pense que c'est de faire un peu la course, ces choses-là. Je vois qu'il y en a et c'est les spécialistes des coms, c'est déjà pas mal Mmh, de faire ces choses-là. Je trouve que c'est hyper intéressant de se donner. Ouais, un amusement à l'entraînement, je pense, faut rester cette notion de jeu qui se perd un petit peu malheureusement. Nous, on voit des fois, on fait par exemple des exos où il y a deux groupes et il faut boucher le trou entre les deux groupes et finalement on voit que là ouais, on fait des super valeurs alors mmh, que c'est pas un exercice vraiment donné. Je pense qu'il faut pas négliger cet aspect à l'entraînement de prendre du plaisir et d'avoir envie. Moi, quand j'ai pas envie d'aller m'entraîner, bah, j'y vais pas. Donc c'est pas très souvent, mais je pense ouais, que cette notion-là de plaisir sur le vélo, c'est hyper important, pour la durabilité, ouais, enfin, pour pouvoir durer dans le vélo, mmh, si, on veut même pas faire une carrière pro, mais prendre du plaisir et continuer à rouler tout le temps, bah, faut avoir du plaisir si on a envie de faire 2 heures, 4 heures ou machin, c'est le plaisir et de savoir de s'écouter, d'avoir des plages de récupération ouais, et de sentir, quand ça va quand on a un petit coup de fatigue et ne pas hésiter à récupérer à la place de trop en faire et bah, de partir dans des extrêmes qui sont pas bons, ouais, c'est hyper important. ouais. Ouais, carrément. Et tu disais que tu avais bon, pas forcément de regrets par rapport à ta carrière, parce que quand même, tu aurais des choses que tu changerais là, si avec le recul, des choses que tu ferais différemment. J'ai toujours dit: «J'ai zéro regret». Non, je changerais rien. Franchement, plein de gens changeraient plein de choses, mais ah si, ce que je pourrais changer, c'est d'éviter d'avoir les cons qui me donnent des commentaires de merde, mais finalement, ça m'a plus aidé qu'autre chose. Je suis quelqu'un qui a du caractère, donc à chaque fois qu'on me piquait au vif, ça me faisait du bien. Je pense, ouais, non, franchement, je regrette vraiment rien. Mon passage chez Arkea, j'ai passé 6 ans avec des personnes au grand cœur. J'ai quitté mon équipe, finalement, je lui suis revenu. M'ont tendu les bras grands ouverts et je suis très content de ma carrière si elle devait s'arrêter aujourd'hui. C'est une satisfaction personnelle. J'aurais jamais cru faire autant de choses. Je voulais jamais passer professionnel au tout départ quand j'ai commencé le vélo ni par la suite et j'y suis arrivé et puis bah finalement ouais ce que ça a donné j'ai fait le Tour de France. Jamais j'aurais cru que j'allais passer à la télé au Tour de France. J'ai gagné 2 étapes, j'ai porté le maillot à poids, j'ai fait 2 fois top 10, j'ai fait top 10 à la Volta, j'ai gagné 2 étapes aussi, j'ai gagné une étape à Tirreno. Enfin j'étais champion de France, j'ai eu un maillot tricolore. Ouais, si on m'avait dit ça à mes tout débuts, jamais j'y aurais cru, donc non, zéro regret. Si peut-être d'avoir levé les bras trop tôt à l'étape où je fais deux derrière Rigoberto Urán, mais finalement,
finalement, j'en gagne deux derrière, donc non, je regrette, non, je regrette absolument rien de ma carrière. C'est super. Bon, ouais, c'est cool. Ben, on va conclure le podcast là-dessus. Encore, bah, merci pour ton temps. C'était un plaisir. Non, ouais, de rien, avec plaisir.